On a la chance de recevoir 4 intervenants géniaux. Donc, on a Eve Sabat, qui est journaliste Forbes et Oniric France. On a Emma Kaiser, qui est talent manager et chef de projet chez Serette Production. On a Fabien qui est responsable de la stratégie de chez Serette. Et on a Élise qui est talent de Serette et macro-influenceuse, si on ne se trompe pas du terme. C'est ça. Parce que maintenant les influenceurs ont une typologie. Et tu as 54... 57 000 abonnés sur Instagram et bientôt 100 000 sur TikTok. Voilà. Voilà. Très bien. On va essayer de s'intéresser ce soir donc à l'influence et essayer de déterminer si c'est un modèle viable sur le long terme comme tel ou est-ce que c'est éphémère, est-ce qu'il y a des évolutions nécessaires. On va aborder plusieurs sujets, notamment en lien avec les institutions qui sont en train de se créer autour de ce secteur, mais également parler concrètement comment ça se passe pour une influenceuse et pour une agence, dans les médias, comment est-ce qu'on retrace l'influence, se demander aussi est-ce que tous les influenceurs se valent, comment est-ce que les annonceurs vont-ils décider vers quel influenceur se tourner, et aussi se demander qu'est-ce qu'une bonne collaboration, comment déterminer si notre collaboration était fructueuse, et parler aussi ainsi des évolutions technologiques du métier et de la législation. Et n'hésitez vraiment pas à intervenir. Voilà. On change un peu le modèle de d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce que d'abord vous aimeriez bien vous présenter? Je vais commencer. Alors, je m'appelle Eve, je suis journaliste pour Forbes et pour Oniric. Je connais bien le monde de l'influence parce que je me suis occupée l'année dernière du classement des influenceurs de Forbes France, des influenceuses de Forbes France. Et voilà, donc je connais bien le milieu puisque j'ai travaillé dans le monde de l'influence avant d'être journaliste pour Forbes. Moi du coup je m'appelle Emma, je suis chef de projet et talent manager chez Serette Production. Donc au quotidien je m'occupe de 5 à 10 influenceurs dans l'accompagnement de leur collaboration, mais ça on verra un peu plus tard. Et aussi de la gestion de projet, donc sur plusieurs clients, soit des clients ponctuels, soit des clients à l'année. Et voilà, et avant ça j'étais dans une autre agence et j'étais aussi chef de projet et influence manager, donc cette fois-ci du côté agence vraiment de mise en contact entre une marque et un influenceur, là où maintenant j'ai vraiment cette proximité avec les talents. Donc, voilà. Et je travaille avec Fabien. Enchanté Fabien, moi je suis directeur du développement et de la stratégie chez Serette Production. Moi j'ai un parcours assez particulier, enfin un petit peu hybride. Moi j'ai commencé dans les médias, j'étais attaché de presse chez Canal+, il y a 7 ans maintenant, donc ça remonte un petit peu. Je m'occupais de la promotion des films, des séries. Ensuite, j'ai été attaché de presse de tous les chroniqueurs de Touche en poste. Donc c'était un sacré challenge, un sacré souvenir. Après ça, j'ai une agence de publicité qui m'a contacté pour devenir responsable communication et RP au sein de l'agence, pour l'agence et pour les clients. Et de fil en aiguille, on a vu qu'il y avait de plus en plus de besoins en influence. Les RP et l'influence, pour moi, c'est une suite logique. Les anciens journalistes sont aujourd'hui des influenceurs. Enfin, c'est très lié et c'est une suite logique. Du coup, j'ai monté le pôle influence dans notre ancienne agence qui était Derwin Media Mons Paris. Et je suis chez Serette depuis 5 mois pour développer un petit peu l'agence, développer les gros comptes. Les gros comptes, c'est les gros clients, que ce soit des tech, entertainment, etc. Et voilà, c'est pas mal. Moi je m'appelle Élise, je suis créatrice de contenu mais je fais aussi des études, donc je fais des études de mode. Donc je partage principalement sur Instagram et sur TikTok. Et c'est un peu mon quotidien et aussi mon style, on va dire atypique pour certaines personnes. Et aussi pour vraiment partager aux personnes parce que je consomme que de la seconde main. Donc c'est vraiment un message que je veux faire partager aux personnes et aussi vraiment pour qu'ils affirment un peu leur style et voilà, un peu de joie au quotidien on va dire. Et pour vous, qu'est-ce que ce serait l'influence en un mot par exemple? Un mot, un mot, le mot qui vous vient à l'esprit. Moi ce serait partage. Parce que je pense que c'est vraiment, que ce soit du côté de la marque ou de l'influenceur, il faut vouloir partager. L'influenceur doit vouloir partager son univers, son contenu, et la marque doit vouloir partager aussi tout son univers à elle. Enfin, c'est un échange de mots. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Hein. Le mot, il est bien sorti, c'est bien. Pour moi, c'est de la communication. Aujourd'hui, c'est un nouveau canal de publicité. C'est un business qui fonctionne et qui
fait ses preuves depuis bientôt 10 ans. Donc moi, je dirais que la communication, c'est une nouvelle forme de communication qui cible plus les jeunes que les moins jeunes, mais qui a, à mon sens, un bel avenir. Fabien, tu as évoqué que tu avais un parcours d'abord dans les RP. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'évolution des RP et quand est-ce qu'il y a eu un tournant vers l'influence? L'évolution des RP. Moi, quand j'ai commencé les RP chez Canal+, les journalistes étaient les rois. Si on voulait que notre marque, notre produit, notre service soit reconnu et des retombées derrière, il fallait absolument qu'on fasse des conférences de presse, qu'on fasse des événements de presse, des voyages presse, parce qu'à l'époque, c'était les journalistes qui faisaient un papier, que ce soit digital ou print. Et à ce moment-là, du coup, derrière, le marketing était content, on avait des retombées presse, on avait du reach, on avait de l'or media value. On calcule le ROI sur les RP en or media value, donc c'est l'équivalent publicitaire qu'on aurait dû acheter dans un espace publicitaire si on a un article, par exemple. Et on va dire depuis 2017, on s'est rendu compte que la génération qui consommait un petit peu avant les médias, digitaux en tout cas, a terminé de consommer la presse. Donc la presse, la télévision, tout ça disparaît et c'est les réseaux sociaux qui sont devenus les nouveaux un petit peu nouvelles sources d'informations et du coup les influenceurs par le même biais du coup sont devenus la nouvelle référence de l'audience et donc les journalistes ont été laissés de côté pour les influenceurs et donc logiquement les budgets qui étaient sur les RP avant sont passés sur l'influence et donc rapidement ont mangé et gratté tout ça et les journalistes et les influenceurs sont souvent un petit peu en froid. C'est pour ça que souvent quand on fait des événements, on a un événement presse et un événement influenceur qui est séparé parce qu'ils ne savent pas trop être ensemble. Parce qu'avant les journalistes avaient plein de cadeaux, ils avaient plein de meetings. Aujourd'hui c'est vrai que c'est les influenceurs qui récupèrent un petit peu tout ça. Donc il y a une petite guéguerre mais ça reste gentil. Donc dans la guéguerre que tu évoques, on a l'impression que c'est aussi deux cibles différentes, Ouais. Que ce soit les influenceurs pour les jeunes que les journalistes pour les plus âgés. Comment en tant que journaliste tu interprètes ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Et en tant qu'influenceur, quelle est ton audience? Et est-ce que par rapport à des amis influenceurs, ton audience est différente? Alors, à mon sens, pour être complètement honnête, c'est vrai qu'un influenceur, c'est un influenceur et qu'un journaliste, c'est un journaliste. Il y a une énorme différence dans le travail qu'on fait, mais c'est deux choses qui sont ultra complémentaires. Après, peut-être que c'est le nom du magazine que je porte qui fait que j'ai autant de chance, mais dans mon travail, je suis souvent à des dîners presse avec des créateurs de contenu, d'un certain niveau évidemment. On a autant. Pour ceux qui acceptent les cadeaux, ils ont autant de cadeaux que les influenceurs, je te rassure de ce côté-là. Non, c'est vrai qu'il y a énormément de voyages presse qu'on fait avec les influenceurs, il y a énormément de voyages de presse qui sont faits sans influenceurs. Après, c'est deux travaux différents, c'est-à-dire que vous, c'est de la communication instantanée, c'est vous donnez votre avis directement. Nous, on a un devoir d'objectivité et un devoir je ne vais pas dire de réflexion, parce que évidemment, les influenceurs aussi ont un travail de réflexion, mais nous, on porte le nom d'un média. Et c'est ce qui est hyper important, c'est justement alors, effectivement, peut-être que nos cibles sont un peu moins jeunes ou plus âgés, vous pouvez choisir, on a un devoir d'objectivité qui est énorme. On porte le nom d'un média et donc quand on recommande quelque chose, les gens qui nous lisent doivent absolument être sûrs qu'un média qu'un magazine comme celui pour lequel je travaille, un influenceur n'engage que sa voix à lui, nous on engage la voix d'un média. Mais autrement, pour ma part, à moi, personnellement, j'ai aucune guerre avec les influenceurs. Ça se passe très bien, je les adore et j'en suis. Il y en a même plein qui me donnent des idées pour mes articles. Après Forbes c'est un média très particulier, très... Bien sûr, ouais, c'est différent dans le sens où... C'est un beau média premium quand même. Voilà, c'est un média qui parle à une certaine élite et qui parle d'une certaine élite finalement. Donc c'est peut-être un peu différent. Moi en soi, mon audience ça dépend parce que j'avoue que j'ai même des personnes qui ont l'âge de ma mère, donc vraiment 50-60 ans, qui commandent mes TikTok. Okay. Ah oui, des petites mamans qui commandent mes TikTok, du coup je suis là, en fait c'est un peu leur quotidien. Du coup ça me fait rire, même des mères regardent mes TikTok avec leur enfant. Et des fois pas parce que j'ai une bague que j'appelle la bague Monsieur Patate, et je la mets souvent, et c'est un peu ma signature. Et des fois, des enfants demandent en mode mais elle a pas mis la bague Monsieur Patate. Et je suis là, c'est mignon, mais généralement, du coup, ma cible, c'est plutôt les 18-25 ans. Comme du coup, j'ai 23 ans, je l'ai pas dit, désolée.
Fabien, tout à l'heure, mais juste par rapport à ton métier, vu que tu es dans la stratégie de marketing d'influence, quelle est la place pour toi de la RPP? Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc pour toi, dans l'influence, est-ce que ça a réellement sa place? Nous, on est membre actif de la RPP depuis plus d'1 an maintenant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de pédagogie, de transparence et de bienveillance pour le secteur. Parce qu'il y a eu pas mal de dérives. Tout le monde est au courant, je pense, de tous les scandales autour de Magali Berda et Sean Evans. Donc le grand public pense que l'influence, c'est cette influence-là. Donc nous, on est là aussi avec la RPP, on peut mettre en place des masterclass, des formations, que ce soit à la fois à l'extérieur, mais à la fois aussi en interne pour tous nos talents. Tous nos talents ont passé le certificat d'influence, on leur fait passer le certificat d'influence pour justement qu'ils aient les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Et donc la place de la RPP, elle est très importante aujourd'hui, mais elle est un peu décrédibilisée, elle n'est pas assez mise en lumière, parce qu'à côté, justement, il y a toute cette vague d'influence qui est qualifiée via la télé-réalité. Et là, il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup d'articles qui reprennent tout ça parce que ça fait du buzz, ça fait de l'audience. Il y a du touche en poste qui reprend. Ouais. C'est vraiment, du coup, le grand public a une vision vraiment très biaisée de l'influence. Et donc la RPP a un rôle à jouer. Nous, on les accompagne dans au quotidien. Et là, on va mettre en place pas mal de choses concrètes, que ce soit des masterclass dans des écoles, que ce soit des masterclass aussi auprès des influenceurs pour leur apprendre justement à avoir les bonnes pratiques. Parce que pour nous, c'est quelque chose de vraiment. Enfin, il faut qu'on arrive à changer un petit peu cette image. Et justement, j'étais au téléphone avec Bercy ce midi à 14h autour de la loi justement 790 qui va un petit peu réguler l'influence. Ils voulaient notre avis un petit peu sur comment on pourrait les aider, nos insights internes et externes par rapport à l'influence, par rapport à tout ce qui se dit, ce qui se fait. Parce que nous, on voit en interne, l'influence, il n'y a pas de problème. Nous, au quotidien, dans notre travail, que ce soit dans les contrats, etc., tout se passe bien. On n'a jamais de problème. Mais vu qu'à l'extérieur, il y a tout ce bashing autour du dropshipping, du contenu des influenceurs vitrines qui posent des codes promo, etc., les gens pensent que l'influence, c'est n'importe quoi et que au quotidien, nous, on est là juste pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent, c'est un business model dans tous les cas, mais l'influence, c'est autre chose. Vraiment, nous, en plus, chez Soit Production, c'est particulier, on n'est pas juste une agence d'influence, on est une agence créative 360, on a un pôle de production, donc on a des shootings vidéo, des films, des événements. On a fait l'hôtel Mafouf avec la situation pour Bénéfice par exemple en hiver. On a fait un gros événement pour Samsung il n'y a pas longtemps. L'entreprise Netflix a la Tour Eiffel pour venir en première. Donc on fait de la production. On a bien sûr nos influenceurs, on représente 100 talents en exclusivité chez Sorette, parce que que chez Sorette. On travaille aussi avec d'autres talents extérieurs qui ne sont pas exclusifs chez Sorette. On a un pôle social média qui gère des clients l'année sur l'accompagnement en réseaux sociaux, que ce soit Bourgeois, Luxéol, etc. Et on a le pôle stratégique dont j'ai pris la tête. Et donc le pôle stratégique nous permet de justement rentrer via des études, via des insights sur toutes les recommandations clients pour montrer que via l'influence, on peut toucher une audience différente via des vrais insights, des vraies valeurs qui permettent de créer des vraies campagnes créatives et pas juste dire bon, il y a cet influenceur, il va poster un code promo, il va dire le produit est trop bien, c'est terminé. Nous, on ne fait pas vraiment de placement comme ça. On pense sur des campagnes créatives pour que derrière il y ait plus d'engagement, on crée de l'émotion et de l'entertainment et pour que l'audience du coup puisse être engagée. Je rebondis sur ce que Fabien disait par rapport à la RPP. Nous, on a un devoir aussi, moi je parle en tant que talent manager, mais on a un devoir auprès de nos talents de s'assurer qu'ils passent bien cette certification parce qu'il y a de plus en plus de marques qui le demandent et donc c'est vraiment un mandatory, il faut qu'ils aient cette certif. Et donc moi, par exemple, mes talents, je ne peux pas les placer s'ils n'ont pas cette certification. Et ensuite, nous, on a aussi ce devoir de répondre à leurs questions et de contrôler que leur contenu respecte bien la loi, parce qu'entre faire la certif et l'appliquer ensuite, il y a un temps d'adaptation, de pédagogie, tout ça. Et pour en revenir à cette image qu'on a de l'influence, c'est vrai que moi je trouve, à titre personnel, qu'il y a pas mal de médias français aussi qui nous font part de cette image-là, enfin qui alimentent cette image-là. J'ai en tête par exemple Quotidien qui a une rubrique influence. La rubrique influence, c'est Maëva Guénam, c'est que ça. Et donc c'est dommage parce que je suis d'accord que ça peut être très drôle et que c'est marrant aussi de voir à quel point parfois c'est absurde, mais il n'y a pas du tout ce contraste-là de créateurs de contenu et de gens qui sont... on a tous en tête des gens qui sont vraiment créatifs, qui ont un univers, qui se donnent du mal, qui font... on a un bon exemple, qui font 4 métiers différents en un et qui produisent du contenu tous les jours, mais ça on n'en parle pas. On n'a jamais dans un média français une rubrique
les talents qui ont fait des rues. On a très rarement, on a plus rarement en tout cas que se moquer de. J'ai quand même passé 6 mois à faire un classement entier sur les 10 influenceuses les plus talentueuses de l'année. Il fallait que les moyens de faire. En tout cas, nous, on l'a fait. J'ai pu mettre en avant des personnes qui sont déjà en avant et qui méritent totalement l'exposition qu'elles ont eue. C'est 10 femmes qui, dans leur domaine, à chaque fois, sont les meilleures. Parfois, c'est aussi des gens de télé. Julia Flaba qui a été élue dans la catégorie voyage, qui a été élue l'influenceuse la plus suivie, parce que c'est des vrais calculs, on ne s'est pas amusé à dire c'est toi la plus suivie, c'est vraiment, on a passé du temps à calculer le taux d'engagement, à demander aussi à leurs agences directement quels sont les poids pas le poids, mais quel est l'impact de sa publicité, comment ça se vend. On a demandé à des agences concurrentes, vraiment c'était un vrai travail d'investigation pour savoir finalement qui était le bon influenceur à mettre en tête de chaque liste, de chaque catégorie. Donc il y avait la catégorie voyage, la catégorie luxe et lifestyle, la catégorie beauté. À chaque fois on a élu la bonne personne et justement il y a une énorme différence entre, et c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a une énorme différence entre un influenceur qui sort de la télé, que je connais bien, parce que j'ai travaillé dans ces émissions-là, et un influenceur qui s'est créé tout seul sur les réseaux, qui est parti chercher sa communauté, parce qu'il y a des influenceurs pour toutes sortes de communautés. Des Maïva Guénem, elles vont en trouver des mini Maïva Guénem qui rêvent d'être Maïva Guénem. Il y en a partout. Je suis désolée, comment je t'appelle, des Élise. Comment je t'appelle sur les réseaux Eligix. Ok, bah, des Eligix sur les réseaux, il y en a une et elle a sa communauté. En fait, il y a des communautés pour tout le monde. Il y en a beaucoup malheureusement qui adorent la débilité de Maïva Guénem, mais il y en a plein d'autres qui adorent, je suis désolée, c'est la réalité, mais il y en a plein d'autres qui adorent des contenus de voyage de Julia Flaba ou les idées beauté de Salanas, enfin, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a une énorme différence entre une créatrice de contenu qui est née d'elle-même sur les réseaux et une créatrice de contenu, influenceuse qui est née sur Instagram, sur les Marseillais à Djibouti, parce que, enfin voilà quoi, parce qu'elle a une facilité un blog, qu'elle a besoin d'un chanteur. D'ailleurs, à l'agence, on m'appelle pas les influenceurs, on dit c'est des talents à l'agence. On ne parle pas d'influenceurs, on parle de talents. D'accord. Donc créateur de contenu, on m'appelle pas les influenceurs. Mais du coup, Élise, vu que tu es chez Sorel en tant que talent, est-ce que tu étais obligée de passer ce certificat-là d'RPP Pas obligé, mais par exemple, on a une conversation WhatsApp où en fait, je l'ai passé, j'étais l'une des premières à le passer à l'agence. Ouais. Oui, en fait, il y a bientôt. Maintenant, Et en fait, à chaque fois, tous les jours, on se parle par WhatsApp. Et du coup, en fait, on a à chaque fois des événements, des oui, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que nanana, est-ce que tu es disponible, etc. Et donc, du coup, moi, on me l'avait proposé directement. Et je l'ai passé avec plusieurs de mes confrères à l'agence. Et du coup, c'est quoi les questions qu'on te fait, le test consiste en quoi et le but, c'est quoi du test En fait, on a plein de slides, c'est un peu comme le code, on va dire. Donc c'est vraiment, on nous rabâche plein de trucs, etc. Enfin, plein de trucs, je vais pas non plus tout vous déballer. Mais déjà, ça commence par une vidéo de Nabila qui avait pris 300 000 € d'amende pour un pari sportif ou un truc dans le genre. Elle était là, oui, c'est 100% gagnant, etc. Et elle s'est pris une amende. Et donc, du coup, il commence vraiment, vous pouvez vous prendre des amendes, voilà, etc. Et aussi avec des placements de produits qu'on peut ou qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, par exemple, l'alcool, ça, moi, je ne savais pas non plus. L'alcool, on ne peut pas le mettre en avant. C'est qu'en fait, les cuisiniers qui peuvent le mettre en avant et qui peuvent avoir des collaborations. Donc, c'est impossible d'en avoir une. Ça, je n'étais même pas au courant, du coup, ça m'apprend des choses. Et vraiment, ça nous apprend, par exemple, on ne peut pas mettre un véhicule dans un endroit de nature, etc. Par exemple, la mer, etc. Donc vraiment, laisser, pas non plus... Et donc le but de ce certificat-là, c'est que toi, en tant qu'influenceuse, ça te change quoi dans ton quotidien En soi, moi, honnêtement, ça m'a pas trop changé. Okay. Parce que à chaque fois, quand on a une collaboration, on doit mettre, du coup, sur Instagram, maintenant, il y a la fonctionnalité paid partnership, donc à chaque fois, on la met, sinon, c'est taper sur les doigts, quoi, parce que on est payé, donc bon, on va pas non plus mentir aux personnes. Et en soi, moi, mon contenu, ça n'a pas trop impacté la RPP. C'est juste que c'était une obligation, on va dire, parce que là, par exemple, j'ai une grosse collaboration avec un gros client.
Et pendant l'appel, du coup, on avait un appel pour le brief, etc. On m'a demandé si j'avais la RPP. Donc c'est plus rassurant pour les clients, on va dire. Et Fabien et Emma, ça les rassure plus sur le côté où ils savent qu'au niveau de la loi, c'est OK, ou est-ce que c'est plutôt sur le côté dropshipping, l'image de marque, pour que les gens soient sûrs que c'est pas du dropshipping, parce que justement, c'est passé par ce certificat-là de la RPP. Du côté annonceur? Oui, exactement. Ça, c'est à nous aussi de regarder avant. Je sais que quand je reçois des demandes de marque, je vérifie toujours que c'est une marque qui vaut le coup, il n'y a pas de dropshipping. Donc nous, on a un travail en amont déjà de ça. Et ensuite, c'est ce qui va faire la qualité aussi du contenu réalisé derrière. Donc, voilà. Parce que je sais pas exactement dans la RPP s'il y a quelque chose par rapport au dropshipping. Parce que le dropshipping n'est pas interdit. Mais après, c'est à nous de juger si... nous, je sais qu'on ne privilégie pas du tout ça parce que ça décrédibilise totalement le créateur de contenu. Mais je sais pas si Non, c'est juste contrefaçon, etc. D'accord. Et du coup, côté annonceur, ça les rassure que les influenceurs aujourd'hui passent le certificat d'influence parce que, comme ils sont en train de voir qu'il y a le pouvoir public qui met en place qui va mettre en place des lois en tout cas, ça les rassure d'être clean à ce niveau-là. Et c'est aussi pour moi une communication de dire je travaille avec des influenceurs qui sont responsables, qui ont passé le certificat. C'est plus un côté image pour l'instant de leur côté que vraiment une obligation concrète de leur... C'est certifié par qui? Parce que vous parlez d'un certificat, mais il y a un label, c'est comment? C'est la RPP, c'est l'autorité de régulation de la publicité, quelque chose comme ça, Et professionnel. du coup, parce que mademoiselle disait qu'elle l'avait passé à l'agence, mais donc du coup... Les formateurs viennent à Les l'agence. formateurs, en fait, ils sont venus à l'agence directement. Donc, ça veut dire Et on avait un lien, par exemple, pour le passer, et ensuite on passait les questions en QCM. Il y a un formateur qui vient sur place, il y a la partie théorique, et après, du coup, il y a la partie pratique où ils font les questions. Et suivant le résultat qu'ils obtiennent, comme au code, ils ont validé ou pas le Oui, certificat. on a un pourcentage. C'est quoi comme type de question? En fait, c'est un peu de code. C'est comme le code. On a des mises en situation avec des photos, etc. On doit dire est-ce que pour vous c'est bon? Est-ce que c'est. Oui, Parce que en sur fait, ce poste, l'influenceur a respecté Oui, c'est tous les ça. trucs. Et S'il n'y a pas de hashtag collaboration, s'il n'y a pas de partenariat, par exemple. Oui. Et, Les hashtags AD. Ah, ça, on n'a pas le droit. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, ça on n'a pas. On peut pas. C'est vraiment collaboration. Oui, c'est que collaboration, ouais. oui, vraiment Ouais. au-dessus. Mais oui, il y en a beaucoup qui utilisent encore AD. Oui. Est-ce qu'en plus des questions que tu réponds, est-ce qu'ils ont vérifié ton profil comme un sorte d'audit pour vérifier si tu as pas eu des comportements La RPP? Ouais. Non. C'est vraiment que le questionnaire. Oui. Et après on a direct la Oui. donc en soi, si tu as le certificat mais que derrière tu le fais pas, personne va. Après, on se fait quand même taper sur les doigts. C'est Une fois qu'on a c'est fait. plutôt par le talent manager ça ou c'est par la RPP? ce serait bien que ce soit d'abord nous qui puissions s'en rendre compte et le passer directement le rectifier. Mais Et une fois qu'ils ont passé le certificat, ils sont inscrits dans une liste. Et la RPP, du coup, vérifie ses profils et regarde s'ils respectent toujours le certificat. Parce qu'on peut enlever le certificat des personnes si on voit qu'ils ne respectent pas, ils doivent repasser le certificat. Si on voit qu'ils ne respectent pas. Comme le code le permis, si on se fait arrêter quand on ne l'a pas respecté, on peut nous enlever des points. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais du dropshipping. Et tu avais dit que c'est pas forcément la responsabilité. Enfin, non, c'était peut-être toi et moi. Mais tu avais dit qu'en tant que talent manager, tu checkais d'abord la marque pour voir si c'était correct ou pas. Du coup, vous pensez quoi du scandale de Magali Berda? C'est vrai, c'est intéressant. Où les gens, où elle se dédouanait un peu, où elle disait que c'était pas sa responsabilité à elle, si ses talents, ses influenceurs, du coup, avaient des problèmes d'arnaque, etc., avec des marques de dropshipping. Vous en pensez quoi, vous, de votre point de vue? après, chaque agence fonctionne différemment, donc je ne sais pas comment ça marchait chez Show Events, mais je sais que nous, en tant qu'agence de créateurs de contenu, on est très proche de nos talents et qu'on a un accompagnement quotidien des talents. Et donc, jamais de la vie on laisserait passer ce qu'elle a laissé passer. Donc, moi, à titre personnel, je pense qu'elle a juste été prise dans une forme de... Donc, toi, c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité et de Magali et de son influenceur, pour moi. Parce que oui, moi personnellement, je ne laisserai jamais passer ça auprès de mes talents et je sais que tous les talent managers de l'agence sont très sensibles à ça et que c'est aussi une façon de protéger notre talent parce que c'est vrai que parfois les créateurs de contenu dans leur bulle ils se rendent pas compte que c'est une marque derrière nous on creuse là où eux ne creusent pas forcément
Parce que parfois le dropshipping, c'est des très belles facettes, des très belles vitrines, et il faut creuser un petit peu, quoi. Donc pour moi, elle a une responsabilité, évidemment. Magali Verda avait dit comme quoi ils avaient un service juridique qui était obligatoire dans toutes les agences. Apparemment, dans chaque agence, la qualité du dropshipping pas réglementé diffère en fonction de l'agence. Et évidemment, je voulais savoir comment vous faites pour dire bon, alors ça on accepte, ça on accepte pas. Alors au début, tout simplement, aller voir les réseaux sociaux, aller voir le site internet, aller voir qui a fait, qui est la créatrice ou le créateur de cette marque, aller chercher un peu son profil. C'est vraiment c'est un travail de recherche. Et puis ensuite voir s'il y a des avis. Après, souvent les sites de dropshipping ils se ressemblent. Il y a des choses qui se voient. Et ensuite, si ça nous semble bien, on répond. On a d'abord un échange direct avec la marque avant que le créateur de contenu soit intégré aux échanges. Nous, on a un échange avec eux. Et moi, j'aime bien souvent les appeler et voir si le feeling passe. Ça passe par plein de choses en fait. C'est vraiment une question de feeling. Après, forcément, parfois il peut y avoir des ratés. Moi, ça ne m'est pas arrivé pour l'instant, mais ça va. On a des belles collaborations. En vrai, chez Solaire Production, on reçoit 0,01% de membres de dropshipping. Enfin, je pense qu'on n'est pas la cible. Nos talents ne sont pas la cible de ces sites en fait. La cible de ces sites, c'est justement les influenceurs télé-réalité. Nous, on a très peu de demandes. Et quand on a un doute, on envoie souvent aussi le lien du site à notre juridique, qui eux font des recherches plus profondes avec numéro tiré, etc. pour aller voir un petit peu plus loin, voir s'il y a quelque chose qui est louche. Mais vraiment, je pense que depuis que je suis arrivée, j'en ai pas vu une seule demande de dropshipping. Et par exemple, étant donné qu'Élise, elle est talent chez Sorel, si elle reçoit de son côté une demande pour un partenariat, est-ce qu'elle est obligée de vous montrer au talent manager? Et est-ce que si par exemple elle l'accepte de son côté et que c'est du dropshipping et que par exemple ça crée un problème à l'image de Sorel, on va dire, qui est en tant elle ou plutôt le talent manager qui a laissé passer En fait, il faut savoir que sur mes réseaux sociaux, c'est une adresse mail, donc j'ai Sorel Production. D'accord. Et en fait, c'est mon agent, du coup j'ai un agent attitré et moi qui avons accès à cette adresse mail. Et donc en fait, mon adresse mail est vraiment partout et j'ai que celle-là. Après j'ai ma perso, mais des fois j'ai des trucs, je comprends pas comment ils l'ont trouvé, mais ils l'ont trouvé. Et du coup, c'est généralement, je laisse mon agent parler aux personnes, etc. pour vraiment, pour les opérations, du coup, comme c'est les OP, c'est ça, c'est bon. Et du coup, c'est souvent mon agent qui prépare les OP, etc. Et après, c'est elle qui me les propose directement sur WhatsApp, etc. Donc j'ai le droit de refuser ou non. Donc est-ce que tu as le droit, sans passer par ton manager, d'accepter quelque chose? Non. Dans tous les cas, comme il y a un contrat entre la marque et l'influenceur et l'agence, nous on a un contrat en tripartite en fait. Donc il y a agence, annonceur et le talent. Dans tous les cas, il y aura un contrat qui va nous lier à Élise et à la marque. Donc dans tous les cas, elle ne pourra pas passer sans nous ou faire une collaboration. Ça fait partie des conditions d'intégration d'un créateur de contenu dans l'agence. D'accord. Et ça permet de se protéger également tous ensemble pour éviter justement ces dérives. Si on est contacté sur Instagram par une marque et que la marque nous propose un truc bizarre, si elle veut passer par un contrat. Généralement, là, moi je suis plutôt contactée sur Instagram, etc. par tout ce qui est interview, etc. Donc après, je l'ai fait basculer sur mail pour avoir une conversation un peu plus sérieuse. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de Magali. Donc, il y a eu récemment la création de la fondation Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Donc, ça a été créé par des agences d'influence, c'est ça, pour sensibiliser et informer sur l'influence. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Voilà. Et du coup, Magali, récemment, il y a 2 jours, elle a décidé de se réveiller et de créer une fondation pareille, un peu pour concurrencer. Vous en parlez quoi, étant donné que Magali est un peu au cœur de tous les scandales? C'est bien de créer quelque chose contre ce qu'on a aussi. On en parlait samedi avec Bercy justement, et nous on n'est pas dans l'union unique avec toutes les autres agences pour l'instant. De un, parce qu'en fait ils sont tous réunis dans leur coin justement pour essayer de faire un... Toutes ces agences qui sont réunies, c'est des agences qui adorent faire de la presse, qui adorent être dans les médias, c'est du follow, c'est du smile, c'est des fondateurs qui adorent parler dans la presse et qui ont tous derrière des investisseurs et qui ont besoin justement d'être sur le devant de la scène pour que les investisseurs derrière apportent de l'argent. Nous, sur la production est indépendante,
Et donc on n'a pas été consulté par ces agences, on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'on est un petit peu le canard ouateux du secteur. Parce qu'on est vraiment différent de toutes les autres agences, on a vraiment une vision unique, on est vraiment sur la diversité, l'inclusivité, on a vraiment des profils très, très diversifiés. Nous, c'est vraiment des talents, ils ont tous des expertises, on a des chanteurs, des danseurs, des acteurs, des DJ, des stylistes, on a vraiment de tout. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément, leur parole n'est pas forcément mise en avant par les autres agences. Donc souvent, ils sont chez sur la production parce qu'ils ont un message à porter, une valeur différente. Et du coup, on fait partie des fédérations, parce que pour nous, pour l'instant, elles n'apportent rien de plus que la RPP. Enfin, elles se disent en tout cas qu'elles veulent mettre en chose des places, mais il n'y a rien de concret. Donc tant qu'on n'a rien vu et qu'il n'y a pas d'action concrète, on ne veut pas s'engager là-dedans. Et on pense qu'on est assez légitime avec la RPP qui est beaucoup plus, on va dire, encadrée juridiquement et qu'on accompagne depuis 2 ans maintenant. Donc pour nous, ce qu'a fait Magali Verda, c'est encore... Enfin, je ne sais pas par qui elle a accompagné sa team de communication, mais je pense qu'ils ont tout feu. Enfin, créer une fédération qui raconte ce qu'elle a fait de mal, en fait, c'est trop bizarre. Après, je me fais l'avocat du diable, elle est arrivée dans un secteur qui n'existait pas à l'époque. C'est vrai qu'elle a inventé l'influence. Non, elle n'a pas inventé l'influence. Non, elle n'a pas inventé l'influence, ça existait bien avant elle et ça existera bien après elle. Elle est arrivée, c'est quelqu'un qui, qu'on se le dise, enfin, ce que je pense, qui est arrivé dans un secteur qui n'était pas réglementé à l'époque et elle a fait n'importe quoi. Sauf qu'elle ne pensait pas qu'à un moment donné ça allait lui tomber dessus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'elle crée, mais je pense qu'elle essaye de sortir son épingle du jeu dans le sens où jusqu'à aujourd'hui, elle a tout fait faux, elle a tout raté. Et que maintenant il faut bien garder la face parce qu'elle aussi a des investisseurs au-dessus d'elle, elle aussi a un business model qui est censé fonctionner et malheureusement son plan de com, alors c'est drôle de dire ça parce qu'elle travaille dans le monde de la communication mais son plan de com est horrible. Donc il y a rien n'est fait, rien n'est à faire, c'est juste que je pense qu'elle essaye de... elle sait pas nager mais qu'elle essaye de pas se noyer quoi. Elle tente le tout pour le tout. En parlant des plans de com et des OP, est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut se passer de l'influence, techniquement? Alors, ça dépend du genre d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, si on est dans le commerce et qu'on essaye de se passer de l'influence, j'ai envie de vous dire, les plus petites entreprises passent par l'influence, les plus grandes passent par l'influence. C'est-à-dire que LVMH a ses influenceurs et, je sais pas moi, Carrefour c'est un énorme groupe aussi, a ses influenceurs, mais c'est-à-dire que peu importe l'entreprise, aujourd'hui, si elle veut être visible et si elle a quelque chose à vendre, alors évidemment, un médecin fera pas appel à un influenceur pour dire c'est un super bon généraliste, mais si à partir du moment où c'est un commerce, je pense qu'un commerce aujourd'hui, pour se passer de publicité, c'est très compliqué de réussir. Et pour parler à une cible aussi jeune que des enfants de 15 ans à des adultes de 45 ans, il faut passer par l'influence. C'est évident. Tout le monde, enfin, peu importe le produit qu'on veut vendre, il y a forcément un influenceur qui est capable d'en parler à une communauté bien ciblée. Et vous, d'un point de vue agence, comment ça se passe quand ils viennent vers vous? Est-ce que aussi vous décelez une tendance d'entreprise? C'est-à-dire, par exemple, ceux de la tech vont être très prononcés, vont être vraiment dans cette logique d'influence. Est-ce que la mode, par exemple, ils y vont moins? Comment ça se passe de votre côté, du point de vue des annonceurs? Et aussi, comment est-ce que vous triez ces OP? Aussi bien du côté, on accepte ou pas ce partenariat, et est-ce qu'on met tel ou tel talent dessus? Il y a deux briques différentes. Il y a 2 points, il y a 2 briques différentes. Quand une marque nous approche, soit elle approche directement pour booker un talent, donc elle a déjà repéré un talent et a dit j'aimerais travailler avec Élise sur ma marque pour faire tel contenu. Donc là, à ce moment-là, on regarde si ça correspond avec la miniature d'Élise, on regarde si Élise est aussi d'accord de faire ce contenu. On voit si on peut pousser un contenu différent, parce qu'on n'est pas très fan du brief cadré de la marque. Donc ça, c'est du booking pur et simple. Et souvent, de plus en plus, dans les stratégies de communication, les marques viennent nous voir sur des appels d'offres. On appelle ça des appels d'offres. C'est des grosses compètes avec plusieurs agences dessus. Avec en nous disant, cette année, on a X milliers d'euros à dépenser en budget d'influence. On souhaite avoir des ambassadeurs, des crews, des activations créatives. À vous de réfléchir à une campagne. Et en vrai, tous les secteurs sont d'influence aujourd'hui. La mode en fait beaucoup.
Beaucoup. Les Fashion Week, là, vous avez des influenceurs partout. Enfin, Tout le monde a vu la grosse tartine de Jacques Mus. Hein. C'est vraiment de la grosse coup de com, quoi. C'est vrai, on l'a vu Vous partout. faire des agences spécifiques. Dans tous les Vous, shows, il y a vous forcément vous une rendez influence. compte que toutes les agences sont toutes concernées par tous les secteurs. En agence d'influence, il y a quelques agences qui sont très connues. On va dire que je pense qu'on est 4-5 grosses agences sur le marché, sans les citer. Enfin, je peux les citer, hein, mais sans les citer. Et du coup, ils viennent souvent vers nous, vers les mêmes. On est souvent en compétition contre les mêmes agences. Que ce soit Follow, Point d'Orgue, Adecrou, Smile Conseil. Ces appels d'offres sont pas rémunérés, j'imagine. La recommandation qu'on fait n'est pas rémunérée. Si on gagne, on est rémunéré, bien entendu, mais les idées qu'on propose, si on appelle perdu, on n'est pas rémunéré. Puis après, un atout, moi, que j'ai l'impression de ressentir chez Sorette, c'est que comme j'ai cette double casquette de chef de projet et talent manager, il y a des... Alors moi, je suis dans le pôle énergie, donc c'est tout ce qui est tech, art de vivre, entertainment, tout ça. Et en fait, le fait d'être en contact permanent avec les marques, ça me permet aussi de connaître un peu leur cible à eux, leurs objectifs, et de savoir quand ils viennent m'interroger en me disant j'ai une OP qui arrive, il me faudrait des talents plutôt comme ci, comme ça. Il y a la partie agence d'influence où là je vais dire ok, j'ai en tête cette sœurette-là, ce frérot-là, je peux les mettre là-dessus et faire le lien plus facilement. Donc c'est aussi une connaissance du client et savoir une connaissance du client et une connaissance du talent. Et pour arriver à avoir cette cohérence et pour retourner sur la question de est-ce qu'on peut se passer d'influence, moi je pense qu'il faut se passer d'influence si on ne sait pas en faire, parce que vraiment ça peut être horrible, mais que c'est très dommage pour moi et qu'il faut vraiment savoir la maîtriser et qu'il faut savoir trouver une cohérence dans ce qu'on fait et pas juste dire ok elle a 2 millions d'abonnés, je vais lui demander de parler de mon produit et au final elle va parler d'un produit qui n'est pas du tout dans sa ligne éditoriale, elle n'a pas du tout l'habitude de parler de ça. Enfin, c'est parfois des collabs qui sont... on a Squeezie qui fait du NordVPN tout le temps, mais c'est parce que c'est un univers qui correspond. Si demain il nous parle d'un produit de beauté, on va dire c'est bizarre. Et ces décalages-là, on l'a de moins en moins. Mais moi j'ai déjà pu le voir et me dire que vraiment c'était dommage d'avoir... là on a l'impression que l'influence est utilisée comme un panneau publicitaire. Mais un créateur de contenu n'est pas juste un porte-parole, il y a son univers derrière et c'est le respect de son univers. Et alors comment se passe le brief de l'agence vers le talent? Comment est-ce que vous alliez lui dire on a signé le contrat tripartite, est-ce que c'est vraiment il faut que tu fasses un 30 secondes de ça avec au bout de 10 secondes de produit qui apparaît? Comment ça se passe concrètement? Ah, pas de soucis. Vraiment désolée, merci. J'ai un événement à couvrir juste après. Bonne soirée. Tout dépend des briefs. Il y a des briefs où justement c'est très cadré par la marque et on nous dit qu'il faut faire ça à telle seconde, il faut inclure cette phrase, il y a des wording à mettre en place sur le brief. Et d'autres c'est un peu plus libre, on a juste le produit, on dit on fait confiance à un influenceur, on sait qu'il connaît bien son audience, on sait ce qui plaît à son audience. Nous c'est ce qu'on préfère, c'est qu'on pousse toujours plus auprès des marques, même quand elles arrivent avec un brief très carré. Parce que quand on arrive avec un brief très carré, très marketé, très pub traditionnel, en fait on sait derrière que ça va pas fonctionner. Moi, Elise, je sais pas, mais moi personnellement, j'ai jamais reçu de brief vraiment de script écrit. Dans le pire des cas, c'était des mentions, des mentions obligatoires, mais pas des phrases obligatoires. Il n'y avait jamais de. Non, il y avait juste des mentions, c'était suggéré de dire et de ne pas dire, etc. Parce que des fois, il y a des mots qu'on ne peut pas dire en fait, généralement. Et ensuite, il faut savoir qu'avant de publier, on envoie à la marque. Donc par exemple, 2-3 jours avant, je suis obligée d'envoyer mes contenus avant de les publier sur mes réseaux sociaux. Donc la marque, généralement, elle a le droit à 2 allers-retours. Donc si je dois changer quelque chose, je dois directement envoyer du coup les modifications à la marque pour que la marque du coup valide directement. Donc je n'ai pas le droit de publier sans l'accord de la marque. C'est vraiment un suivi de A à Z. Et comment on travaille du coup la créativité sur un produit qui de base ne nous aurait peut-être pas fait vibrer? Par exemple, on donne un Samsung, puisque c'est un de nos partenaires. Je ne sais pas si tu es adepte de ça, mais comment tu vas te dire ok là il faut que je fasse des stories sur Samsung, mais au final moi je n'aime pas Samsung, je connais rien à ça. Comment ça se passe? On va pas accepter. Ouais. Ok. En fait, je vis pas de l'influence pour être honnête. Je suis vraiment tombée dessus par hasard, on va dire. C'est un peu tombé
comme ça. Je ne comptais pas faire ça, etc. Mais je me suis dit que c'était un bon tremplin parce que je vais lancer ma marque, etc. de mode. Et je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de mettre en avant vraiment des marques qui le méritent, surtout des boutiques de seconde main. Enfin, c'est vraiment un peu mon objectif. Et non, sinon, moi, j'accepterais pas. J'accepte vraiment que des marques, comme j'ai déjà refusé des contrats, parce que je ne veux pas. C'est une tendance. Ah, bien sûr. C'est ce qu'on pousse parfois. C'est possible qu'un créateur de contenu ait un peu peur de refuser. Mais c'est ce qu'on pousse, c'est vraiment de garder l'authenticité. Et c'est ce qui va faire, je pense, ça répond à la question globale, c'est ce qui va faire que l'influence va continuer de fonctionner et d'exister. C'est maintenir cette authenticité et ne pas avoir peur de dire non, ça ne me correspond pas, c'est pas moi. Sinon, la prise de parole va être mauvaise et ça va se ressentir. Est-ce que vous, du côté de l'agence, du coup, quand vous recevez un brief, il vous demande je veux au minimum 50K, si c'est un micro-influenceur, j'en veux pas, ou est-ce qu'il y en a au contraire, c'est des petites marques qui n'ont pas forcément peut-être le budget, je sais pas comment c'est évalué, qui demandent juste des micro-influenceurs parce que c'est une niche et que ça va exactement toucher la cible qu'ils veulent. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous, c'est plutôt des marques qui vous vont demander des micro-influenceurs? En fait, on a les deux cas. Hein. Vraiment, les marques arrivent toujours avec un critère de cible. Donc, c'est genre, on veut qu'on ait un influenceur qui ait tant de followers, on veut qu'il touche telle audience, on veut qu'il ait tant de taux d'engagement, on veut qu'il ait comme passion tel et tel truc. Vraiment, les briefs qu'on reçoit des marques sont assez carrés. Ils savent ce qu'ils veulent souvent. Enfin, et est-ce que vous avez beaucoup de petites marques, on va dire, qui vraiment n'ont pas de communauté et qui cherchent des micro-influenceurs? Et est-ce que, par rapport à ce, enfin si oui, est-ce qu'il y a un réel retour de la part des marques? Est-ce que vraiment, parce que c'est des micro-influenceurs qui ont une niche, ça impacte beaucoup plus au niveau de peut-être ROI? On a quelques petites marques, mais on n'en a pas énormément. Moi, ça m'est déjà arrivé de collaborer avec des petits créateurs ou des choses comme ça, mais globalement, on a que des gros. Et du coup, pour ces petits créateurs, vous leur envoyez des macro-influenceurs ou des micros? Des micros plutôt, après ça dépend du budget qu'ils ont. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, ils me donnent parfois une pocket budgétaire en me disant on aimerait tant et tant de macros, et je leur dis non, ça va être un peu compliqué, et est-ce qu'on pourrait pas plutôt partir sur des plus petits profils mais qui ont une communauté qui correspond, c'est tout un équilibre à trouver. Et en plus aujourd'hui, la typologie de micro, macro, nano, etc. Chaque annonceur a sa propre typologie parfois. Donc un nano peut être quelqu'un en dessous de 5 000 chez un annonceur et un autre en dessous de 1000. Un micro peut être jusqu'à 100 000 chez un. Enfin, ça change beaucoup en fonction aussi des annonceurs. Et par rapport à tout ça, tu expliquais le budget de la marque, est-ce qu'il y a une grille tarifaire? Est-ce que si il a 20K, on le paye tant? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est pas l'influenceur? Oui. Nous, on a une grille tarifaire par typologie de poste de l'influenceur. Une story. Mais c'est par influenceur, c'est pas par typologie. Oui, c'est par influenceur. Parce que c'est des échanges en amont avec le talent pour savoir lui où il veut le placer, où il veut placer ses tarifs, nous ce qu'on conseille. Et d'un point de vue agence, tu dis que chaque annonceur a sa typologie. Comment est-ce que vous classez un influenceur? Parce que aussi, il y a différents réseaux, donc différents nombres d'abonnés. Il y en a beaucoup qui se sont fait connaître par TikTok, qui sont très suivis dessus, mais sur Instagram, qui n'arrivent pas à les emmener vers cette plateforme. Comment vous arrivez à faire un truc un peu homogène pour pouvoir réussir à fonctionner? Nous, en plus, déjà, on n'a pas de critères à l'agence sur le recrutement des influenceurs, sur le nombre d'abonnés. Nous, on n'est vraiment pas sur ça du tout. Et en vrai, des micro-influenceurs peuvent être beaucoup plus puissants et engageants sur un produit que des macro-influenceurs qui vont faire peut-être beaucoup de vues, qui derrière ne vont pas du tout engager. C'est ce que je disais sur maîtriser l'influence. Il n'y a pas d'homogénéité en termes de rapport entre différents réseaux. Elise a 100 000 abonnés sur TikTok, mais elle en a un peu moins sur Instagram. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas la vendre plus sur Instagram que sur... Enfin, vraiment, tout dépend de la recherche, de la marque, etc. C'est vraiment au cas par cas à chaque fois. Après, souvent, quand les marques nous interrogent, elles disent nous on a juste un compte Instagram, donc par exemple ça ne servira à rien d'avoir des profils puissants sur TikTok, puisqu'il n'y aura pas de conversion en abonnés chez eux, vu qu'ils n'ont que Instagram. Donc parfois c'est juste, ça tient à ça, quoi. Leur demande est sur Instagram, mais on va sur Instagram. Et comment est-ce que la marque va calculer
l'impact de l'influenceur. C'est par rapport à des codes promo qui font que... On fait très peu de codes promo. Ah, donc Ouais. ça se passe comment à ce niveau-là? Comment l'entreprise sait si ça a été rentable pour elle d'avoir Nous, l'influenceur? dans tous les cas, après chaque campagne, on fait un reporting. D'accord. Donc, dans ce reporting, il y a le nombre de contenus, le reach estimé, donc c'est l'audience qu'on aura touché, le nombre d'impressions uniques, donc le nombre de fois qu'une personne aura vu la story, le post, etc. Le nombre de likes, de commentaires, et tout ça, ça crée un taux d'engagement également. Et notre logiciel interne, un logiciel qui s'appelle Callsquare, qui nous permet de pouvoir suivre un petit peu les campagnes, calcule aussi leur média value, donc l'équivalent publicitaire que ça rapporte à la marque. Et parfois aussi les marques, quand il y a des liens, il y a plus swipe up, mais des liens en tout cas, on a des liens traqués qui permettent de voir à la marque combien de fois la personne a cliqué sur le lien, si l'influenceur a permis de faire des ventes derrière, etc. Il y a différents critères. Est-ce que toi, en tant qu'influenceuse, tu as une commission, un pourcentage de vente? Si par exemple, toi, tu as engagé, je sais pas, 20 ventes, est-ce que tu as un pourcentage sur ces ventes? Alors ça dépend des types de contrats. D'accord. Donc ça, c'est d'autres types de contrats, je sais même plus comment ça s'appelle. L'affiliation. L'affiliation. Et ça dépend vraiment des types de contrats, mais là, pour le moment, je ne sais pas. C'est de plus en plus rare. Ouais, De plus en plus? Rare. de plus en plus. Ah, rare. Le contrat d'affiliation, il touche des pourcentages sur les ventes, c'est très très rare. Pourquoi? Je pense que c'est très lié au dropshipping. D'accord. Mais nous, c'est vrai que les marques, souvent, ne nous demandent pas de faire gagner de l'argent aux influenceurs sur les ventes. On leur donne un cachet global, c'est leur cachet. Et derrière, s'ils font des ventes, c'est bien. S'ils font pas, c'est bien. Là, Ils ont quand même leur cachet. on a par exemple, à l'année, on a un de nos clients qui nous partage sur l'année son évolution d'abonnés. Et nous, on fait ce lien entre les pics d'abonnés et les moments où il y a eu des prises de parole d'influenceurs. Et il y a souvent une corrélation évidemment avec des relais de ces comptes. Oui. Moi, je vais parler du moment où il y a des influences. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont là pour pas conseiller des produits, mais plutôt dire aux gens de ne pas forcément acheter ces produits-là. Et toi, Ellie, j'ai vu t'acheter la seconde main, donc je pense que c'est un truc qui répond aussi à ne pas surconsommer. Et du coup, est-ce que tu peux concilier ce fait à la fois être influenceur, donc inciter les gens à consommer, et en même temps, je sais pas si ça va avec forcément tes valeurs, et vous en tant qu'agence, est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible finalement de faire de des influences ou au final, il faut quand même vendre un produit? Là, en soi, je trouve ça bien aussi d'avoir, par exemple, pas non plus tout le temps des contenus lisses. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vraiment sont là tout le temps joyeux, etc. Enfin, je parle de ça, je parle aussi d'humeur, etc. Mais aussi de produits, parce que je sais que moi j'ai déjà testé des produits, je les aime pas. Je les mets dans mes stories, je suis là, ça fonctionne pas pour moi, j'aime pas trop. Mais après, c'est pas pour autant que après je vais pas travailler avec certaines marques, enfin pas cette marque du coup si je ne l'aime pas. Mais je pense que c'est quand même un bon moyen de fidéliser entre guillemets des personnes qui nous suivent au quotidien, que de montrer vraiment une image super lisse de nous et un peu robotique quoi, parce qu'on est aussi des personnes, on a notre avis, mais après ça dépend vraiment. Les produits, je suis d'accord, après niveau avis, etc., ça c'est un peu compliqué. Enfin, par exemple, le niveau politique, etc., jamais je dirais mon avis, etc., parce que déjà je suis un peu nulle à ça, je ne vais pas mentir, je suis pas du tout, moi c'est la mode, voilà quoi. Et après, j'ai pas non plus envie de partager ça, enfin, c'est juste un peu mon quotidien, quoi. Je sais pas si vous voulez dire. C'est compliqué, mais je pense que l'influence, elle vise aussi à être de plus en plus transparente. Et sans prendre de parti politique ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de revoir nos modes de consommation et on a beaucoup de talents qui sont justement engagés sur ça. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais il faut plus de qualité dans notre consommation et ça, je sens que beaucoup de talents en prennent conscience et donc c'est des prises de parole qui sont plus... Par exemple, on travaille souvent avec Typologie, c'est une super marque, elle est hyper clean. Et donc ça, c'est juste apprendre à consommer mieux. Donc voilà, on n'a pas du tout, on ne fait jamais de collaboration avec les Misguided ou des Pretty Little Things ou des choses comme ça. On évite parce que c'est plus dans l'air du temps, on sait que c'est plus ce qu'il faut. Et je pense que parfois trouver l'équilibre est difficile, mais on y tend de plus en plus.
Et ce qu'on fait aussi, c'est que je sais qu'à un moment donné, on avait une influenceuse qui enchaînait beaucoup de collabs, qui voulait dire oui à tout. Et nous, on lui a dit, là, il faut que tu arrêtes, en fait. Là, tu passes pour une vitrine, vraiment, on dirait que tu fais de la promo pour tout et n'importe quoi. Et on lui a clairement dit, pour toi, pour ta communauté, pour ton image, plus tard, enfin, vraiment, il faut que tu arrêtes. Vraiment, ton image va être mauvaise si tu continues une collaboration. Et je sais qu'on pousse ça de plus en plus aussi quand on voit qu'il y a beaucoup de demandes. On essaie de sélectionner un petit peu aussi, on s'occupe de la carrière des talents. Donc c'est comme une actrice, c'est comme un chanteur, quand on leur dit vous avez autant de rôles, en fait il faut savoir sélectionner pour que derrière ça puisse justement porter ses fruits et aller encore plus loin. Et on essaie de pousser au max, en tout cas la fast fashion on évite dans tous les cas, mais on fait attention pour que l'influenceur puisse éviter d'accumuler. Est-ce que si une influenceuse fait par exemple plusieurs collaborations et que vous, ça vous plaît pas, vous avez le droit de, entre guillemets, la virer? Ou est-ce que c'est, vu que c'est le contrat, non c'est vrai, est-ce que si elle fait, je sais pas, quelque chose qui fait que l'image de Sorette est entachée, est-ce que... Il y a des ruptures de contrat. Oui, voilà. il y a des clauses en contrat, si elle touche à l'image de Sorette, enfin si ça touche à l'autorité, à l'image de Sorette dans un côté négatif, on peut rompre un contrat. Et si elle, de son côté, elle a une mauvaise réputation après être rentrée chez Sorette et que c'est marqué ouvertement qu'elle est chez Sorette, est-ce que dans ce cas-là, ça impacte l'image de Sorette ou pas? Mauvaise réputation par rapport à quoi? Dans le sens où, par exemple, si elle est au centre d'un scandale pendant qu'elle est chez Sorette et que c'est marqué sur son profil Sorette Production, est-ce que vous, pour vous, ça entache l'image de Sorette et que vous pouvez du coup rompre le contrat ou pas? On peut, tout dépend après dans quoi elle est engagée. Je sais qu'on avait une autre influenceuse qui avait été attaquée pour du blackface à une époque. Okay. Elle n'avait pas fait peur, c'était une intention vraiment, c'était loin de. Enfin, elle n'est pas du tout dans ce délire-là, mais elle n'avait pas du tout imaginé que ça pouvait prendre des ampleurs comme ça. Et on l'a accompagnée derrière, et elle est encore là aujourd'hui, et tout va bien. En fait, ça dépend vraiment, du degré. Du degré de l'implication vraiment, et de la volonté ou pas de vouloir vraiment faire quelque chose de mal ou pas d'influencer. En fait, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à définir le contexte, et je sais qu'il y a quelque temps, on avait une histoire aussi d'un bad buzz autour de consommation de coke où soi-disant on aura entendu machin. Et on parle avec le talent, on voit ce qu'il en est, ce qui s'est passé. Et dans cette situation-là, par exemple, on a senti qu'il fallait juste qu'elle soit soutenue parce que c'était faux et qu'elle était au cœur d'un énorme malentendu. Et c'est des malentendus que, sur les réseaux, on n'y croit pas. Moi, je vois ces choses-là, je suis genre, ouais, elle nous fait croire ça, mais c'est faux. Donc c'est important d'être là, de la soutenir. Donc, et après, si demain, on a un talent qui nous fait vraiment n'importe quoi et impossible à soutenir, là, on reverra son contrat, évidemment. Mais ça fait partie de notre travail de les soutenir dans des moments difficiles, parce que sur les réseaux sociaux, ça va très vite et qu'on ne se rend pas forcément compte. Moi, je sais qu'avant de travailler là-dedans, je ne me rendais pas compte que derrière, il y a des humains qui parfois font des erreurs, il y a des humains qui sont au cœur de trucs parce qu'ils ont dit une phrase et ça a été détourné, ça a été modifié. Il faut avoir un esprit critique interne et savoir gérer ça. Et vous parlez de l'humain, mais vous parlez aussi de stratégie. Une question. Pardon. C'est pour Élise. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir à quel moment le partenariat s'est créé. Est-ce que c'est Sorette Production qui est venu vers vous ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit tiens, j'ai besoin que quelqu'un me représente? Et du coup, pourquoi? Puisque vous étiez déjà influenceuse, pourquoi vous avez estimé avoir le besoin d'être représentée par cette agence? C'est tombé aussi par hasard. Vraiment, tout est un hasard. Déjà, je vais vous expliquer comment j'ai commencé l'influence. Je me suis juste filmée dans le hall de mon stage, mes tenues du jour. Et en fait, tous les jours, je filmais mes tenues. Et ensuite, c'est devenu un rituel pour mes abonnés, on va dire. On s'habille ensemble. Et ensuite, j'adore la Paris Fashion Week. Et après mon stage, j'ai voulu aller devant, parce que c'est très récurrent, d'aller devant les défilés de Paris Fashion Week. Donc ça s'appelle les Street Style. Et ça nous permet déjà d'avoir beaucoup de visibilité, de rencontrer plein de personnes, aussi des célébrités, on va pas se mentir, c'est toujours agréable de voir une célébrité. Et aussi d'avoir plein de contacts, donc des photographes, etc. Et vraiment d'avoir un peu un hasard, quoi. Et c'était du coup l'année dernière, j'étais pendant la Paris Fashion Week une semaine, donc non-stop, je m'habillais tous les jours sur TikTok, etc. Et j'étais déjà suivie par des talents de chez Sorette, donc une que j'apprécie énormément qui s'appelle Zoé Otuki. C'est un soleil, moi je l'aime trop, enfin voilà. Petit moment familial, on va dire.
Et Zoé travaillait pour le moment avec Madame Figaro, donc avec Serette Production, ils avaient un contrat, du coup elle était pendant une semaine avec Madame Figaro, et elle était soit devant les défilés ou soit à l'intérieur. Et du coup, elle était là, toi, faut que je t'interviewe. Parce que toi, j'étais. On va pas se mentir, ma tenue, elle était stylée, je vais pas non plus mentir, j'aimais bien ma tenue. Et du coup, elle m'a dit, oui, toi, faut vraiment que je t'interviewe. Donc, elle m'a interviewée, etc. Et après, elle m'a publié dans sa story. Et ensuite, Jeannane, du coup, la directrice de Serette Production, m'a vue et a dit à son équipe, elle, je la veux. Et du coup, c'est tombé comme ça. Et à l'époque, j'avais 10 000 abonnés sur Instagram. Je crois 30 000 sur TikTok, donc j'étais vraiment un tout petit compte. Et je me suis dit, c'est peut-être bien d'avoir vraiment on va dire, quelqu'un pour un peu me protéger, etc. Parce que c'était vraiment un monde inconnu. Moi, j'étais là, moi, je disais oui à tout, alors que c'était des trucs gratuits. Je faisais de la pub, moi, j'étais là, ouais. Alors que, en fait, c'est pas trop normal. Mais voilà. Ça vous a apporté plus du coup? En fait, ça m'a apporté beaucoup plus de crédibilité, on va dire, parce que déjà, quand des personnes voient mon compte et qu'ils voient que je suis affiliée à une agence, etc., je suis un peu plus reconnue, on va dire. Et oui, moi, ça m'a quand même beaucoup apporté. Entre les 10K et les 50K, c'est passé quoi? Qu'est-ce qui t'a boosté? Déjà, 4 Paris Fashion Week depuis. Mon corps en peut plus, là. C'était la dernière, il y a mardi. Là, j'en peux plus. C'est pour ça que j'ai un peu la voix enrouée, je vous avoue, là, je suis un peu malade. Ensuite, voilà, plein de trucs. J'ai eu un projet avec Lena Situation. Donc, j'ai fait 2 vidéos qui est le meilleur styliste. Que d'ailleurs, j'ai gagné. Voilà, je le dis quand même. Et ensuite, vraiment plein d'événements. J'ai pu être invitée à énormément de shows, d'événements, vraiment d'avant-première, etc. J'ai pu également faire partager ma famille, mes amis, parce que je trouve ça important aussi. J'ai la chance d'obtenir ça. Je veux vraiment faire partager ma famille, mes amis et même mes abonnés. Une fois, j'ai invité une de mes abonnées au concert de Damso parce que j'avais personne. J'étais là, tiens, moi je te prends, t'es une fan, allez, c'est parti. Et c'est vraiment pour faire partager tout le monde, quoi. Donc en vrai, ça m'a apporté du positif, du négatif aussi, mais je les bloque vite, on va dire. Je les laisse de côté. Vous parlez de talent quand d'autres parlent plutôt d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Donc pourquoi ces termes-là? Et est-ce que pour vous, les 3 termes recoupent la même chose ou est-ce qu'il y a des différences? Dans l'inconscient collectif, influenceur c'est plus télé-réalité, là où créateur de contenu et talent c'est plus de qualité. Après, nous, ça nous arrive de dire influenceur en parlant de nos créateurs de contenu parce que ça se mélange. Mais pour moi, c'est pas tant dans les termes, c'est plus dans ce qu'ils créent réellement. Il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les vrais créateurs et il y a le porte-parole de pas grand-chose. Oui, c'est quasi la même chose. En moyenne, ça dure combien de temps une carrière d'influenceur? Ça C'est dépend. un CDI, il n'y a pas de... En vrai, Quand est le recul nécessaire justement pour savoir? Non, ça dépend vraiment parce qu'en fait, si on veut monter entre guillemets, c'est pas. En fait, il faut tout le temps être actif. Moi, par exemple, sur Instagram, je poste tous les jours. Sur TikTok, je poste tous les jours aussi. Et aussi, je pense que c'est aussi niveau évolution du contenu. Parce que tôt ou tard, la personne du coup va se lasser. Donc elle va se dire, non, en fait, c'est bon, j'en ai marre de la voir, elle ne propose plus rien. Donc en fait, c'est vraiment, ça dépend en vrai vraiment de la motivation de la personne, on va dire, et vraiment de sa créativité, quoi. Malgré tout, il n'y a pas d'influenceurs de 50 ou 60 ans. Enfin, si. Si. Oui, il y en a peut-être, Oui. je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que quand même la moyenne d'âge c'est plutôt. Oui, c'est ça. Quoi. On n'est pas sur. On est quand même sur Oui, c'est ça, mais après, pour rejoindre sa question, à un moment donné, je pense que. Ça nous passe de mode nous-mêmes, j'imagine, qu'en tant que talent. Et le public aussi, à mon avis, va voir ailleurs. Quoi. J'imagine qu'arriver à un certain âge. Je trouve que c'est difficile effectivement d'avoir du recul et selon moi les talents qui réussissent le mieux sur le long terme, c'est des talents qui se diversifient. Et par exemple, tu parlais de créer ta marque de vêtements. Pour moi, ça fait partie de la diversification. Il faut pas... En fait, je pense
pense que c'est très risqué et ça, en plus, je trouve que même pour la santé mentale, c'est pas génial de se dire que toute sa vie sera basée sur son image. C'est trop risqué, c'est trop compliqué. On est nous-mêmes des consommateurs, on sait qu'on se lasse. Donc c'est important d'arriver à se diversifier et on le voit avec des profils qui étaient là bien avant, des Enjoy Phoenix. Maintenant, on consomme beaucoup moins son contenu, mais par contre, elle a sorti ses marques, elle a sorti différents formats, elle a fait des choix dans sa carrière. Enfin, c'est des choses qui évoluent et ça fait partie pour moi d'un bon créateur de contenu. C'est d'arriver à rebondir, c'est d'arriver à trouver d'autres choses. Et même, on ne sait pas tout ce qui peut se passer. McFly et Garrido qui viennent de dire qu'ils font un burn-out. Bon, j'espère pour eux, et j'en doute pas, mais qu'ils sauront rebondir, qu'il y a d'autres choses qui les font vibrer. Voilà, ce qui fait rire aujourd'hui ne fera pas rire demain, et c'est important de se diversifier. Comment vous travaillez sur cette stratégie? Parce que finalement, c'est un peu le thème qui revient sans cesse. Vous accompagnez des talents, le métier de talent manager, que ce soit dans le cinéma ou maintenant dans l'influence, c'est aussi d'accompagner. Vous avez parlé de faire un choix d'annonceur, comme un choix de rôle. Comment est-ce que vous vous placez sur ça? Parce qu'au final, en fait, ça repose sur des algorithmes qu'on connaît très peu, donc en fait, et qui changent tout le temps. Donc en fait, on t'adonne tout le temps. Comment vous fonctionnez, vous, en interne, pour réussir à être sur la tendance et à amener vos influences, vos talents vers ça? Nous, il y a des bilans qu'on fait avec nos influenceurs, nos talents, pardon. Avec nos talents. Je sais plus, c'est tous les 6 mois peut-être, je sais plus. Tous les 6 mois? Oui, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on fait un bilan de ce qui s'est passé, du nombre de collaborations, de son contenu. Et là, de plus en plus, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est aussi des espèces de brainstorming, soit entre créateurs, soit entre nous tous, créateurs et salariés, pour qu'on puisse justement un petit peu voir ce qui devrait arriver demain, pour avoir un coup d'avance un petit peu sur ce qui se fait. On voit très bien qu'il y a Twitch, il y a YouTube qui prend de plus en plus de place également. On voit des grosses productions sur YouTube. Aujourd'hui, des McFly et Carlito, des Squeezie, tous, ils font des productions dignes de télévision en fait. Donc c'est beaucoup d'investissement, etc. Et on se rend compte que Instagram, avec tout son changement d'algorithme, etc., ça peut nuire à certains créateurs de contenu. Ils se disent j'ai ma vidéo machin, je sais plus trop quoi faire, ça bride un petit peu ma créativité. Et donc nous on est aussi très en lien avec les plateformes aujourd'hui. On rencontre souvent, que ce soit Meta, donc Facebook, Instagram ou TikTok. On les rencontre pour voir un petit peu avec eux aussi ce qu'on peut mettre en place, des nouveaux outils pour aider les créateurs et voir ce que demain on pourra mettre en place. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment au quotidien des liens avec les plateformes, avec nos talents, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble et voir ce qu'on peut proposer qui se démarquera un petit peu de ce qui se fait aux tendances. Et après, au quotidien, on a les tendances aussi, on fait une veille au quotidien sur les tendances à suivre, etc. Et puis c'est notre rôle aussi de parfois leur remettre les pieds sur terre en leur disant il faut pas que tu perdes, il faut pas que tu t'oublies, il faut que tu te ressentes sur ce que tu veux réellement faire. Et est-ce que voilà, il y a toute cette partie stratégie, on a fait des études en stratégie pour ça aussi, pour leur apporter ce soutien-là. Et c'est important de les accompagner sur cette partie stratégie. Comment se passe aussi le passage à la célébrité? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à intérioriser et à vivre. Est-ce que c'est aussi votre rôle en tant qu'agent de leur dire attention, là ça va devenir chaud? Par exemple, les Paris Fashion Week, peut-être que maintenant tu commences à être connu, qu'on te demande des autographes, je sais pas, des photos. Non, en vrai, généralement, c'est des photos où vraiment les personnes viennent me voir, me dire tu c'est toujours bienveillant, jamais trop là par rapport à ça. Est-ce que vous faites très attention à ça? Parce que ça peut aussi très vite passer sur du physique. C'est votre rôle un peu de... On est assez discret déjà, sur la production est assez discret on n'a pas de site internet par exemple. On parle très peu de notre localisation, tout ça, parce que ça peut vite déraper. On a eu récemment un groupe de filles qui a toqué à l'agence alors qu'on travaillait et qui ont commencé à nous dire on venait poser un CV. On s'est rendu compte après qu'en fait elles voulaient juste venir voir s'il y avait du monde à voir. Donc nous on est un peu cette bulle de protection aussi, c'est sûr. Mais après, on ne se réveille pas un matin en étant hyper célèbre et avec du monde qui crie en bas de chez nous. Hein. Donc les talents, ils sont accompagnés là-dedans, mais c'est pas... Ça reste encore très soft. On n'est pas genre sur la rue, on a une milliers de fans derrière. En vrai, on a été très suivis, hein, mais les gens sont plutôt très respectueux. Ouais, en vrai. On
C'est pas du tout du style des Justin Bieber et de la musique où c'est des fans qui hurlent et qui. Là, c'est beaucoup dans le respect. Il y a beaucoup d'admiration et du coup un peu de gêne. Voilà. Mais il faut que ça reste comme ça, du coup, oui. ça sera pas. Oui, il y a un respect un peu de la vie privée. Et puis je trouve qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui parlent de leur santé mentale et de l'impact que peut avoir la popularité et le fait d'être limite agressé dans la rue. Et donc je pense que les communautés et les abonnés sont assez sensibles au respect de la vie privée. Moi je sais pas, tu seras la mieux placée pour en parler, mais Non, ça va. Enfin, c'est juste bizarre quand du coup j'ai mes amis etc. à côté de moi et qui sont là, bah moi je te connais parce que t'es mon ami quoi. Même mon copain il est là, ok je prends la photo tu vois. Mais non, ça va. Moi j'ai eu que des personnes adorables, très très gentilles. Ça c'est en direct. Pardon, ça c'est en direct, c'est dans la rue. Les gens je pense qu'ils sont un peu lâches parce que sur internet je pense qu'ils se lâchent beaucoup plus. Notamment pardon, bon, pas de problème, c'est pas grave. Vous parliez au début en disant que vous les mettiez de côté, tous les textes, les messages, etc. Donc ça veut dire que ça existe quand même. C'est peut-être moins frontal, donc plus facile peut-être à séparer, mais malgré tout ça existe. Enfin, et notamment, alors je ne sais pas si c'est un gros compte ou pas que vous avez, je ne me rends pas compte de ça, mais voilà, ça arrive à des petits comptes comme à des très grands comptes. Oui. C'est quand même face à son ordinateur quand on reçoit des trucs assez violents, c'est pas toujours évident. Non, après, en fait, je pense qu'il faut mettre un filtre vraiment entre la réalité et vraiment des commentaires. Je sais que ça peut vraiment blesser des personnes. Moi, depuis très longtemps, j'ai eu ce filtre-là, parce que en fait, pendant ma scolarité, j'ai eu un harcèlement. Voilà, harcèlement scolaire pas très très sympa. Donc, j'étais aussi victime sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment eu ce filtre, donc très très jeune. Ça a été très dur de l'avoir, mais je l'ai eu très jeune, donc je suis un peu contente par rapport à ça, même si je l'ai eu de façon très brutale, on va dire. Mais du coup, moi par rapport aux commentaires, s'ils sont pas constructifs, etc., et que je sais que c'est vraiment... des fois, je regarde les comptes, je me dis, est-ce que c'est des personnes qui sont un peu légitimes, etc. Par exemple, s'ils sont à la mode, que je me dis, ouais, peut-être, j'ai pas... Voilà. Mais non, en fait, généralement, c'est plus des personnes... Après, généralement, c'est vraiment des personnes qui sont frustrées, quoi. Honnêtement, vraiment. Ça dépend des vidéos parce qu'en fait, généralement, c'est plus sur TikTok, Instagram, rarement. Mais c'est généralement sur TikTok où des personnes se lâchent beaucoup. Et vraiment... Ouais, c'est ça. Oui, Twitter, j'y vais pas. Mais ouais, généralement, c'est sur TikTok et ça peut être d'une fillette de 12 ans qui m'insulte. Ah oui, j'en ai déjà eu. Vraiment, qui m'insulte, mais vraiment 5 vidéos comme ça, là, ok, à une mère de famille, quoi. C'est très très varié. Bon, après, moi, je le bloque, ou sinon, des fois, je réponds. Du coup, elle supprime leurs commentaires. Mais ça peut m'arriver aussi d'avoir, par contre, des commentaires négatifs dans la rue. Mais c'est des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Déjà des altercations, pas non plus des bagarres, mais déjà des personnes qui m'ont pris en photo en mode bête de foire, etc. Ou des hommes qui me prennent en photo dans la rue, voilà. Le commentaire typique de Paris, quoi, on va dire. Bon, à peu près dans toutes les villes en soi, hein. Je suis un peu une bête de foire partout, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et, pardon. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, en tant qu'agence, comment on accompagne justement les talents qui seraient, par exemple, susceptibles face à la violence sur Internet, sur les réseaux sociaux? Comment on les accompagne au quotidien? Et est-ce qu'on les accompagne? En fait, tous les jours, du lundi au vendredi, parce qu'on a quand même notre week-end, voilà, même si on peut quand même envoyer un message, ils vont quand même nous répondre. On a un groupe WhatsApp. Donc moi, par exemple, j'ai une agent attitrée qui est dans le pôle Serette Mode. Et généralement, on s'envoie des messages le matin. Donc coucou, ça va, tu vas bien. Et puis après, généralement, j'ai mon emploi du temps de la journée ou de la semaine, etc. Donc on est beaucoup suivi par rapport à ça. Et puis il faut qu'on soit une oreille attentive à ce genre de choses.
Et c'est sûr que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça dans la tête. Moi, je sais que personnellement, je ne supporterais pas d'avoir tout ça. Enfin, je la trouve assez forte dans son filtre que je n'ai pas du tout. Mais par contre, quand il s'agit de soutenir mes talents, c'est évidemment que je suis là pour eux et que je dois arriver à les aider, à les accompagner à faire ce recul-là et à prendre ce recul-là. Et toute l'agence est là pour les soutenir, pour tout ça. Après, c'est des humains et je pense que se prendre ça dans la tête, ça fait jamais plaisir. Et c'est des choses qu'il faut encaisser malgré nos paroles bienveillantes à nous. Parfois, c'est dur, quoi. C'est arrivé une fois qu'on a un de nos talents a eu le harcèlement vraiment assez dur sur les réseaux. Et du coup, on a mis en place une cellule avec un psychologue qui pouvait l'accompagner après au quotidien pour l'aider justement à arriver à filtrer un petit peu tous ces commentaires et avoir des actions un petit peu plus concrètes pour derrière respirer. Mais on croit souvent que les talents vivent la meilleure vie, qu'ils ont plein d'amis, etc. Mais les talent managers au quotidien se rendent compte qu'en fait, souvent ils sont un petit peu seuls. Ils ont des amis, mais pas forcément des amis à qui ils peuvent tout dire. Et souvent, le talent manager peut être une oreille très attentive, ils vous confient beaucoup de choses. Donc vraiment, on est vraiment leur confident, on est là pour eux, quoi. Ça m'arrive qu'un talent m'appelle un samedi juste parce qu'il a envie de me raconter sa journée et parce qu'il a besoin d'avoir une oreille sans forcément attendre de réponse de ma part, mais juste bien. Et même c'est ça aussi qui est difficile dans ce métier-là, c'est d'arriver à mettre un filtre tout en faisant un pas vers eux, parce que je sais que moi j'ai souvent notamment un de mes talents qui me dit et toi ça va les mecs en fait, alors oui, j'étais pas la personne à qui je veux en parler, et en même temps, il faut arriver à faire un peu ce pas vers eux pour qu'ils se sentent en confiance et que lui puisse se confier. Donc c'est trouver ce juste équilibre-là et rester dans le professionnel aussi, parce que c'est le week-end, je te parle de mon mec, la semaine, il faut que tu sois là, que tu sois au taquet, que tu puisses bien travailler, et donc c'est cet équilibre-là aussi, c'est important. Et vous répondez quoi aux gens qui disent l'influenceur, il a une belle vie, toute sa journée il se prend en photo, il reçoit des produits, il est en voyage gratuitement et il travaille pas, entre guillemets. Vous répondez quoi à ce genre de commentaires? Je pense que les personnes ne se rendent pas compte. Honnêtement, ça dépend aussi des personnes. Donc, mais les personnes ne se rendent pas compte. Par exemple, du coup, pendant une Paris Fashion Week, j'ai fait une vidéo de toute ma semaine. Et même mes amis étaient là. Je ne savais pas que ta semaine était si intense. C'est en fait, c'est parce que je pense qu'on ne montre pas trop non plus les derrière. Et puis moi j'ai eu plein de fois ce genre de discussion, notamment avec des amis de mes parents, donc une génération d'avant. Et je leur en veux pas du tout d'avoir ce discours-là, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait sur les médias où en fait ils ont ce qu'on leur donne. Et souvent moi ce que je réponds à ça, c'est des profils de créateurs de contenu que j'apprécie particulièrement, qui me font rire, que j'admire pour leur créativité, et leur montrer que voilà, derrière il y a ce travail-là et qu'il y a des gens que j'admire parce qu'ils font les 4 métiers que moi j'ai appris en études, j'ai dû en choisir un, eux ils font les 4. Donc montrer ça, et puis après oui, pour moi c'est de la pédagogie, et c'est comme tout, quand on ne connaît pas et quand on est peu informé ou informé d'une certaine manière, on ne sait pas, c'est comme beaucoup de choses, le lien est pas vraiment direct, mais par exemple le racisme, c'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, dont on a peur. C'est toute une pédagogie permanente. L'influence, il faut apprendre, montrer. Et cette façon de devoir gérer les haters ou ce genre de choses qui peuvent arriver aux influenceurs, c'est quelque chose que j'ai abordé dans cette certification au départ, ou c'est pas forcément un volet de la certification? Non. Et j'imagine qu'il y a quand même un risque de burn-out digital, peut-être. Est-ce que là, vous avez aussi des préconisations, des choses comme ça? De la part de l'influenceur, du coup? Non, vous, en tant qu'agent. Ouais. Nous, en vrai, on ressent rapidement on ressent quand l'influence, quand le talent va mal. Quand on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui stresse un petit peu, quand tu vas faire de contenu aujourd'hui, qu'on voit que ça l'embête un petit peu, qu'il me dit je peux pas, ou qu'il sent trop stressé, là on dit ok, là on stoppe pendant une semaine tu te reposes, on va expliquer à la marque, etc. Vraiment, on est vraiment là, on n'est pas là à les pousser à créer du contenu tout le temps. On se rend compte que c'est très prenant,
Tout le monde pense que c'est facile de prendre son téléphone, de faire une story, etc. Non, il y a tout un travail derrière, il y a autre chose. Il y a aussi des gens qui travaillent dans une agence, donc en fait, on les fait travailler, ils nous font travailler, c'est vraiment une structure, c'est un business model. Mais on est là aussi pour savoir, il y a des humains, c'est des humains, donc on est capable de leur dire, là on arrête, on a compris que tu vas pas bien, tu te reposes, et la marque elle attendra, c'est pas grave, on n'est pas en train de sauver des vies, en fait, on est juste en train de vendre des produits, des services, donc ça peut être. Mais ce que je veux dire, ils ne sont pas coachés en préventif pour justement éviter l'attente qu'ils aient. Non, pour l'instant, il n'y a pas de coaching. Après, on n'a pas eu trop de burn-out non plus comme ça digitaux parce que je pense qu'on les accompagne et qu'on fait attention aussi de ne pas trop caler d'opérations très rapprochées entre les différentes marques. Mais, Et puis même en termes de stratégie, je pense que ça n'a pas trop de sens. Non, ça n'a pas de sens. Aussi de poster. Oui, non. Bah, y a des talents qui font ça dans d'autres agences ou en indépendant. C'est une stratégie qui est mauvaise en vrai parce que même pour les marques, ça n'a aucun sens de passer d'un dentifrice à un shampoing. Ouais, bien sûr. Et ça arrive encore aujourd'hui, normalement. Dans l'agence, chaque agent a combien de talents? À peu près une dizaine, j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, ça dépend vraiment. Si c'est des petits talents, on en a beaucoup. Et il y a des gros talents qui ont là, on peut en avoir 2 ou 3. Donc si je comprends bien, Elise est considérée comme un grand talent ou un petit talent? Moi, Un moyen. je suis au milieu, on va dire. J'étais petite, là je suis au milieu. Et quand on est au milieu, du coup, c'est 10, 15? Son agent a combien de talents? C'est ça ma question. Ouais, c'est clair. Moi, là, une dizaine. Au maximum. Et ces talents sont spécialisés mode. Clara. Ah donc ça reste, ouais. Il y a différents pôles. Il y a le pôle mode, le pôle beauté, le pôle énergie, qui regroupe beaucoup de choses en fait parce que c'est entertainment, divertissement, etc. C'est vrai que ça va dans le mode maintenant. Ça me fait penser à tout ce qui est contrat de travail parce qu'on parle du coup c'est un peu en lien avec ce que disait Naïma sur la déconnexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimanche, on peut travailler quand on veut, on vous appelle quand vous voulez, c'est-à-dire que si c'est 2 heures du matin. Oui, mais alors vous peut-être oui, mais en ce qui concerne les talents, dans le sens où j'ai l'impression que c'est, il n'y a pas de limite. Oui, de limites, de règles, enfin, c'est un peu quand on veut. A priori, on pourrait avoir 3 marques dans la même semaine ou plus rien pendant 2 mois. Enfin, comment ça marche ce contrat de travail? C'est un truc un peu comme le service, voilà, les prestations de service. Est-ce que c'est un CDI avec un fixe? Comment ça fonctionne? C'est des auto-entrepreneurs qui marchent au budget, qui ont montant caché. Oui, comme des artistes. Ah ouais, ils sont freelance en fait. Ouais, ils sont freelance, c'est auto-entrepreneurs. Oui, c'est ça. Et déclarés un peu comme à la maison des artistes et ce genre de choses? Non, c'est auto-entrepreneur, c'est l'URSSAF. Oui, c'est l'URSSAF. Ils sont pas intermittents. Donc c'est comme les prestations de service. Oui. Nous, on est apporteur d'affaires pour eux. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas de site web, j'avoue que ça m'a interpellée. C'est un vrai choix. Est-ce que c'est uniquement pour peut-être protéger effectivement vos talents et éviter que les gens viennent toquer à la porte, ou est-ce que c'est aussi une stratégie pour éviter que l'éventuelle crise d'irréputation qui serait générée soit volontairement, soit involontairement par l'un de vos talents vous éclabousse vous en tant qu'agence? Directeur de la stratégie. Ça fait 4 mois que je suis. Non, parce que on peut supposer que c'est aussi ça. C'est-à-dire que on a tout misé sur vous connaissez sans Instagram. vous connaître finalement. Si vous n'êtes pas associé. On a tout misé sur Instagram, donc tous nos talents sont sur Instagram dans tous les cas. Sur notre Instagram, nos talents sont affichés. Donc nous, on a tout misé sur Instagram parce que c'est la plateforme sur laquelle on fait le plus de business en vrai. Donc notre exposition elle est sur Instagram et par le bouche à oreille. Parce qu'en fait, on ne fait pas de démarchage de marque, c'est des marques qui viennent de nous pour l'instant. Et donc c'est propre à votre domaine d'activité que d'avoir décidé de ne pas avoir de site web, parce que pour vous, votre présence, elle doit être cohérente avec en fait, les annonceurs, les marques, les clients, quand ils cherchent un profil d'influenceur, ils vont sur le profil de l'influenceur. Et dans la bio d'influenceur, il y a marqué elise@seretproduction.com. Donc ils savent qu'elle est chez Seret, donc directement ils écrivent à cette adresse-là. Donc avoir un site internet, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Parce que dans tous les cas, la marque va voir sur leur profil que l'adresse est Seret, ils vont écrire à Seret. On arrive donc le site, ça servirait de vitrine. Mais on trouve ça un petit peu vieille école. Et puis on n'est pas là pour vendre des produits, des profils comme notre agence. Et après Seret a aussi un compte Instagram où ils partagent des événements, etc. Donc, c'est notre Instagram, le site. Par contre, moi, je suis désolée, je vais devoir y aller. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Moi j'avais une autre question. Vous disiez tout
tout à l'heure que Serait Production était en compétition avec les mêmes autres agences. Mais en fait, où est-ce que se situe la compétition? Est-ce que c'est pour acquérir des nouveaux talents ou vis-à-vis des annonceurs pour les contrats ou fidéliser les talents? Enfin, en fait, j'ai du mal à me rendre compte un peu des rapports de force et finalement d'où est-ce que se situe la compétition. Sur tous les piliers. La plus grosse compétition, c'est sur les appels d'offres, donc sur les compètes de recommandations stratégiques et créatives pour les clients. Mais c'est vrai qu'aussi aujourd'hui, d'autres agences vont essayer d'aller chercher des talents chez nous pour les récupérer et les intégrer chez eux. Nous, on ne va jamais recruter des talents qui sont ailleurs. On n'a jamais fait ça pour l'instant, en tout cas. Souvent, c'est des talents qui viennent vers nous ou on les repère sur les réseaux sociaux. Mais la grosse compète, c'est vraiment entre agences de publicité classique. Hein. On met contre du Publicis, contre du Havas, contre du Follow, sur des compétitions d'appel d'offres de création. Vous aviez une question? Non. Juste, vous venez de dire que c'était soit les talents qui venaient vers vous ou vous qui allez vers vous. Ouais. Comment ça fonctionne? Comment vous les repérez? Et si c'est eux qui viennent vers vous, comment ça fonctionne aussi? Nous, on a une équipe qui est en charge de l'influence. Il y a une directrice d'influence et elle a une charge d'influence avec elle qui, au quotidien, surfe un petit peu sur Instagram, sur les réseaux, font de la veille, regarde un petit peu les profils qui percent. Mais pas forcément des gros profils, hein, c'est souvent des petits profils. On dit qu'il y a une vraie expertise, une vraie créativité, on va l'aider, on va l'intégrer chez nous pour l'aider à augmenter, comme on a fait pour Elise justement, pour Zoé ou pour d'autres profils. Donc il y a ce sens-là où on va aller chercher, mais souvent c'est du bouche à oreille, c'est des influenceurs qui se connaissent entre eux, et du coup Elise va dire à sa pote, ah ben moi je suis chez Serette, tu pourrais trop y aller, je suis accompagnée, blablabla, et du coup ils nous écrivent, et derrière on les intègre. Et nous on a un groupe aussi où quand on voit des talents qu'on trouve bien, on a l'impression qu'il n'y a pas d'agent, pas d'agence, on l'envoie et le pôle s'occupe de les contacter. Ok. Il n'y a pas de critères sur leur réseau. Ouais, sur le réseau. Okay. Et on n'a pas vraiment de critères de recrutement. On ne va pas aller chercher X pourcentage de followers, etc. C'est plus un rapport humain et la créativité du profil. N'importe qui peut devenir talent chez nous en fait. C'est-à-dire si moi demain, j'ai pas du tout envie, hein. Mais si moi demain j'ai envie, avec mes 4 followers et ma vie de maman, je peux en fait. Il faut avoir quand même des followers. Ouais. Donc il y a quand même un critère. Même si je on peut avoir 5000 followers, c'est commencer à arriver chez. Ok. Bon, juste, j'ai encore une question. En fait, j'ai une fille qui est influenceuse, qui est actuellement à 100K sur TikTok et elle Twitch. Enfin, je suis nulle moi là-dedans, mais elle a tout ce qu'il faut. Mais elle refuse d'avoir un agent. C'est une indépendante, c'est une bosseuse. Elle fait à la fois la fac de droit, elle a à la fois tout son truc vidéo, elle est adorée pour ça. En même temps, elle a un TikTok où elle présente son arrière-grand-mère, elle a plus d'un million de vues. Et elle refuse d'avoir un agent parce qu'elle estime que c'est un esprit indépendant, qu'elle c'est une bosseuse, elle n'a pas besoin d'être représentée. Et moi en même temps je vois en fait la montée qu'elle a. En tant que maman j'ai peur, voilà, et je me dis qu'est-ce que vous pourriez lui apporter qui ferait qu'elle serait bien dans votre agence, alors que c'est un esprit libre et hyper indépendant. Bah, je pense que c'est très bien qu'elle soit libre et indépendante, c'est juste sur l'aspect juridique, entre les contrats. On a une vraie expertise là-dessus pour l'encadrement justement des talents parce qu'on se rend compte que plein de marques... C'est là où je vous écoute en vrai. C'est là où je vous écoute justement. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les marques, encore aujourd'hui, souvent elles essaient un petit peu de filouter pour payer très mal les influenceurs, demander du contenu en plus, utiliser leur image sur d'autres plateformes qui n'étaient pas dealées sur le contrat de base. Et souvent les indépendants n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie, n'ont pas aussi le réflexe de se rendre compte que ce qu'il y a dans le contrat ne correspond pas à ce qui se fait vraiment sur la collaboration. Et du coup, nous, de ce côté-là, c'est vrai qu'on encadre beaucoup la chose et je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, justement avec toute la loi qui va être mise en place, etc., toutes les dérives autour de l'influence qui se mettent en place. Nous, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut apporter en plus de ce côté-là. Après, tout le reste, je pense que si elle est indépendante, si elle est bosseuse, si elle est créative, c'est très bien pour elle. Je pense qu'on peut lui apporter, nous, un petit peu avec un time manager, l'aider sur sa ligne éditoriale, la pousser encore plus, mais je pense que c'est vraiment l'aspect juridique. Je trouve on peut lui qu'après, apporter une expertise particulière. On a plusieurs typologies de profils à l'agence. On a ceux qui sont vraiment des bosseurs indépendants et qui nous font part de leur envie d'être indépendants et de ne pas forcément avoir un soutien permanent au quotidien. Et dans ce cas-là, c'est plus, comme il le dit, du juridique,
nous, on est quand même, on a les réflexes que eux n'ont pas forcément de toujours mettre des preuves écrites, même quand on négocie quelque chose au téléphone, de reboucler par mail en disant voilà, d'après ce qu'on s'est dit, de toujours avoir des preuves. Mais ça, c'est grâce à l'expérience d'avant, et on a aussi fait des erreurs, et on a aussi eu des moments où on nous l'a fait à l'envers. Et donc, il y a ces réflexes-là qu'une agence peut apporter à un influenceur. Après, oui, je pense que l'agence, justement, je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui cherchent des agences et qui vont en rencontrer plusieurs. Et c'est justement ça que nous, on essaie de mettre en avant, c'est ce respect de l'indépendance et de... C'est l'inverse, c'est qu'il y a plusieurs agences qui la contactent, elle ne peut pas. Je vais demander pour vous ce soir un genre de questions, maman. Et après, on a aussi des talents qui sont pas en exclusivité. C'est des cousines. Par exemple, Gaël Garcia, Diane, qui a un réseau énorme et qui est l'une des meilleures, on va dire, héroïstes sur le marché en termes de vente. Elle n'est pas chez Serette, on n'a pas de Serette Production, mais elle nous envoie tous ces contrats qu'elle ne veut pas gérer et qu'on gère pour elle. Et c'est un contrat mandat conseil, c'est ça? Vous faites signer un contrat de mandat conseil ou quelque chose comme ça? On est aussi apporteur d'affaires. Enfin, ça dépend tout dépend si le contrat vient de chez nous ou vient directement d'elle. Elle verse une commission, mais elle n'est pas rattachée. Ouais, on prend un pourcentage sur le budget. Oui, en fait, il y a plein d'alternatives. Si elle ne souhaite pas une agence à proprement parler, il y a plein d'alternatives. Ça rappelle à des éléments extérieurs, des éléments juridiques. Mais je pense que c'est vraiment important de ne pas se laisser aller seule. Je sais parce que là, je vois, elle est en train de partir, ça va loin, elle a son truc. Et en fait, elle est toute seule, elle veut rester seule. Et moi, je pense à l'aspect juridique. Et même Léna, situation, Léna, elle n'est pas chez nous en exclusivité, mais elle nous donne pas mal de contrats parce qu'elle n'arrive plus à gérer tellement qu'elle a de demande. Elle n'a pas d'agence, Léna, elle n'a qu'une assistante et encore qui est en train de partir. Donc on l'accompagne beaucoup sur ça aussi, sur l'aspect juridique justement pour cadrer ses contrats parce qu'elle n'arrive plus à suivre. Mais ça peut passer par prendre des rendez-vous avec des comptables, prendre un rendez-vous avec un juriste pour avoir des conseils. Ça peut être 1 ou 2 rendez-vous, histoire de se rassurer, de connaître un peu les... Après, je comprends bien qu'en tant que maman c'est difficile, mais... Ah non, moi je suis oui, mais dans le sens, c'est inquiétant, c'est vrai. Oui, ça moi peut inquiéter, ça peut faire peur. Ouais. Après, je pense que des erreurs, elle va en faire, et c'est comme ça qu'elle va... bien la tête sur les épaules. Oui, mais des contrats qui vont pas forcément bien se passer, des choses qui vont un peu rater, qui ne sont pas à son image. C'est comme ça aussi qu'elle va apprendre, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont réussi aussi à la sueur de leur front. Mais après, il y a plein d'outils pour se protéger. Il faut quand même qu'elle soit ouverte aux outils sans que ce soit forcément une agence. Et comment je peux faire en sorte de créer un discours en fait entre vous, parce qu'elle est tellement... on va prendre son profil et on ira lui faire un petit message. Oui. Comme par hasard de matin. Je vais vous donner, puis je pars. Une dernière question. Oui, une dernière question. Oui. On est à l'ère de la transition écologique, on entend parler beaucoup de ça, donc ça inclut notamment la sobriété numérique. Est-ce que vous, en tant qu'agence qui accompagne beaucoup d'influenceurs, vous avez mis en place certaines actions? Je ne sais pas, j'ai un peu une petite idée de ce que peut représenter le poids du vidéo sur le net, sur les réseaux, etc. Et du coup, comment vous vous inscrivez là-dedans? Elle fait sa petite pub. Voilà. Au-delà de l'aspect numérique, ce qu'on a déjà mis en place, qui avait été très controversé, les influenceurs reçoivent beaucoup de colis, de gifting. Donc nous, ce qu'on a mis en place avec les marques, c'est qu'on souhaite que la marque nous demande en amont si l'influenceur souhaite recevoir ou non le gifting. On récupère tous les colis, nous, et après on fait venir les influenceurs à l'agence. On en a marre des coursiers dans tous les sens, etc. Donc ça, c'est une première étape. Sur le numérique, on est en lien avec le ministère, justement, pour mettre en place aussi des comportements plus green, on va dire, pour éviter un petit peu de trop consommer. On n'a pas d'action concrète encore, c'est le tout début, mais on est en lien avec eux justement pour essayer de contrer tout ça. Est-ce que par exemple, vous mettez une date de péremption sur les vidéos postées sur Instagram ou ailleurs? Parce que c'est des choses qui se font dans des grandes entreprises comme la nôtre ou ailleurs. Maintenant, ça se craint même en communication interne à mettre des dates de péremption pour éviter que ça pèse trop longtemps et puis en plus ça devient vite obsolète.
Ou est-ce que ça, c'est pas des choses que vous préconisez pour le moment? Sur les réseaux sociaux des talents? Ouais. Il y a pas, je me rends pas compte sur Instagram si c'est possible de... On peut pas mettre on peut pas préprogrammer une date de suppression. Il faut le faire soi-même, quoi. Ouais, il faut le faire soi-même. Et avec les marques, souvent les contrats, quand il y a une collaboration sur une vidéo, il y a un droit d'utilisation sur un an. Pendant un an, la personne n'a pas le droit de supprimer son contenu, par exemple. Donc ça, c'est aussi les marques qui imposent ce délai-là. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut Donc il faut réfléchir, justement, on va préprogrammer une suppression pour justement éviter que ça pèse trop lourd sur les serveurs et ça peut être une solution. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas audité, enfin j'en sais rien, mais ça pourrait arriver demain. Vous soyez audité en montrant vos indicateurs en termes d'empreinte carbone numérique. Et là, pour le coup, vous êtes un peu responsable aussi de l'afflux de vidéos que vous faites poster par vos influenceurs. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Équateur, Énergie Verte. Donc on est tout autour de ces questions-là aussi actuellement avec ce client pour justement un petit peu changer un petit peu aussi nos façons de faire à l'agence, avec les influenceurs, dans la manière d'aborder les contenus. Donc je pourrais vous répondre la prochaine fois peut-être avec des vraies actions. Ça marche, merci. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.